Linguiste de renom international, professeure émérite de la Sorbonne Nouvelle, Jacqueline Authier-Revue a radicalement renouvelé l'étude du langage en tant que celui-ci met en relation le sujet parlant avec ses altérités, le monde, les autres, le langage lui-même. Parce qu'ils articulent théorie des discours, des systèmes de signes et du sujet, ces travaux font aujourd'hui référence, aussi bien dans le champ de l'analyse du discours qu'en psychologie et en linguistique générale, notamment pour la description de l'énonciation et du métalangage. Le premier livre de Jacqueline Authier-Revue, Ces mots qui ne vont pas de soi, paru en 1995, est désormais un classique. D'une parfaite clarté malgré sa technicité, son second livre, La représentation du discours autre, principe pour une description, paru en 2020, propose une exceptionnelle et très audacieuse mise au point sur le discours rapporté. Or, cet ouvrage a une origine lausannoise. Dans les années 1980, le département de l'instruction publique du canton de Vaud avait demandé à Madame Authier-Revue d'effectuer une expertise in situ en vue de la rénovation pédagogique, la confection de moyens d'enseignement et la formation permanente des enseignantes français. Comme Madame Authier-Revue ne manque jamais de le rappeler, c'est à cette occasion que commença une réflexion qui devait se poursuivre jusqu'à nos jours. Particulièrement attachée à notre université, Madame Authier-Revue vient au moins une fois par an dans nos murs. Elle est sans doute une des inspirations majeures des travaux qui s'y mènent en linguistique, mais ses livres et articles sont également régulièrement convoqués par les spécialistes de la littérature de notre université. Je vous propose maintenant de retrouver un entretien de Madame Authier-Revue avec la journaliste Nathalie Randin. Jacqueline Authier-Revue, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette interview. C'est l'occasion de mieux vous connaître. Vous êtes une linguiste de renom international. Vous êtes professeure émérite à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Et vos travaux ont joué un rôle de premier ordre dans l'évolution de la linguistique. Alors, nous allons essayer de comprendre pour des non-initiés. Essayez de nous expliquer la façon dont vous abordez l'étude du langage. Mon intérêt, il est vraiment c'est un intérêt très personnel, vif, c'est celui du rapport du sujet parlant à sa langue. C'est-à-dire, si vous voulez, bon, d'abord, le fait que quand on dit sujet parlant, nous ne sommes sujets que en tant que nous sommes parlants. Si vous voulez, c'est un trait humain fondamental. D'autre part, ça peut rater. Vous savez, des humains qui n'arrivent pas à parler. Bon, c'est gravissime. Et donc, cette question du ce qu'est la langue et la parole pour un sujet humain, c'est ça qui me motive fondamentalement, et les manières singulières qu'on a chacun de, je dirais, se poser dans le langage. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Je suis aussi loin qu'il est possible de l'idée d'un instrument de communication commode. Là, voilà, on s'en sert parce qu'on a des choses à faire, etc. C'est beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave que ça, beaucoup plus intime que ça. Et on peut y trouver d'infini bonheur à pratiquer la langue pour jouer, ou disons dans l'écriture littéraire, et puis on peut y trouver des désastres. Enfin, bon. Donc, c'est quelque chose pour moi d'infiniment humain. Alors maintenant, ayant dit ça, ce qui est au cœur pour moi de mon rapport, enfin je pense de tout le monde, mais c'est pas du tout mode, hein, c'est vintage comme manière de penser les choses. Je suis radicalement saussurienne, je suis suisse au diable. Mon ancrage saussurien, je ne renvoie pas du tout à Saussure comme bon, un maître bien lointain, on tire son chapeau et puis ensuite, bon, on va qu'à des choses contemporaines. Non, Saussure, c'est fondamental. Il n'a pas du tout été adoré par tout le monde tout de suite, au moment où, du tout, on lui a reproché que c'était trop abstrait, des tas de choses. Or, je pense que c'est absolument fondamental. Et ensuite, après Saussure, un autre qui doit beaucoup à la Suisse, c'est Benveniste, parce qu'il a été sauvé par la Suisse pendant la guerre, vu qu'il était juif, et qu'il a été bibliothécaire à l'université de Fribourg. Bon, alors ça c'est un détail, mais Benveniste, on l'évoque en disant, mais c'est lui qui a ouvert la linguistique sur le discours, qui a ouvert la linguistique sur l'énonciation. C'est vrai, par rapport à Saussure, qui ne s'occupait que de la langue comme système abstrait
qui est sous-jacent à toutes nos paroles. Mais ce qu'on ne dit pas du tout suffisamment depuis, je dirais, une cinquantaine d'années, c'est que Benveniste disait « continuer Saussure en allant plus loin ». Ça voulait dire s'intéresser à l'énonciation, à la communication, à tous les faits de langage, etc., etc., et en particulier à la façon dont un sujet s'inscrit dans le langage singulièrement, mais pas du tout en bazardant, excusez-moi l'expression, la langue. Pas du tout en pensant que la langue comme système abstrait, comme une loi, mais comme une loi scientifique, hein, comme la loi de la gravitation, si vous voulez. On peut bien sûr s'intéresser à regarder tomber les feuilles, les plumes, les pierres. N'empêche qu'il y a une loi, hein, depuis Newton, on sait qu'il y a une loi derrière. Bon, bien, on peut s'intéresser, et c'est ce que je fais, à la façon dont les gens parlent, etc. Mais derrière, il y a une loi abstraite de langue. Mais ça ne fait pas partie, justement, ça n'est pas directement observable. C'est seulement en travaillant sur les choses qu'on peut, c'est ce qu'a fait Saussure. Bon. Jacqueline Authier-Revue, expliquez-nous comment est née votre passion pour la langue. Quel a été le déclic? Un déclic personnel. Un déclic personnel, ça va être difficile ça. Bon, d'abord, j'ai été un peu bilingue quand j'étais petite. Ça m'a passé. J'ai vécu en Turquie quand j'étais jeune et donc j'ai parlé turc. C'était ma deuxième langue maternelle, vraiment. Et d'autre part, je crois que là, vous m'engagez sur des territoires vraiment très personnels. J'avais une mère un peu difficile. Mathématicienne. Dans ma famille, tout le monde est mathématicien. Donc, j'avais une mère mathématicienne et je pense que j'étais psychiquement, c'était difficile. Et je pense que la langue, la passion pour la lecture, la passion pour et la langue turque et la langue française, etc., était quelque chose d'absolument primordial pour moi. Et puis, ma mère se demandait si j'étais pas un peu idiote, enfin, elle avait un peu envie de penser ça. Et moi, j'avais quelque chose, c'était justement les rédactions, première en rédaction toujours, etc. Bon, et quand j'ai découvert la linguistique à travers M. Wagner, qui nous parlait justement de Saussure, etc., je me suis dit, oh, ça c'est... Bon, je pensais a priori faire des études de lettres littéraires. Enfin bon, je me suis dit, non, ça c'est ce qu'il y a sous la littérature. Il n'y aurait pas de littérature s'il n'y avait pas des rapports passionnés à la langue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels aspects de votre travail ont été les plus novateurs? Parce que plusieurs chercheurs, collaborateurs, étudiants nous ont dit à quel point vous avez amené quelque chose de nouveau dans le champ de la linguistique. Qu'est-ce qu'il y avait de... C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que ce que j'ai apporté de nouveau, c'est que moi je m'intéresse à l'énonciation, absolument l'énonciation, mais en ayant dit, ce qui s'est passé historiquement, c'est que quand on s'est mis à étudier les discours, les propos, ce qui est passionnant, hein, les interactions communicatives, etc., ça s'est fait très largement sur une idée que, bon, la langue, hein, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe, mais que la langue, ça n'existait pas. En particulier, une confusion entre la langue et la norme. Donnez-nous un exemple. Alors, si vous voulez, vous voyez, la langue, ce qu'on peut dire de la langue, c'est toutes les langues, chacune, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de pièce à y mettre, il n'y a pas à discuter. En français, par exemple, il faut mettre un déterminant devant un nom. Point barre. Il n'y a pas à se demander si c'est bien. C'est comme ça. Bon, autrement, tu ne parles pas. Bon, et c'est pareil, par exemple, en français, il y a des temps au verbe. Ce n'est pas vrai pour toutes les langues du tout, du tout. Il y a des langues qui n'ont même pas de verbe, qui n'expriment pas du tout le temps obligatoirement. Donc ça, c'est le c'est comme ça, c'est-à-dire c'est une loi. C'est pour ça que je parlais de la loi de la gravitation, si vous voulez. Mais c'est pas du tout, vous voyez, le c'est comme ça pourrait être, actuellement, beaucoup de gens pensent, des linguistes, pensent que il n'y a pas de langue, il n'y a que de la parole, et que ce qu'on appelle langue, c'est une norme, c'est-à-dire un c'est comme ça, du genre c'est comme ça parce que je te le dis, c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'on cause bien. En gros, c'est comme ça par convention.
Bon, mais je reviens à la chute des corps, c'est pas une convention, la manière dont ils nous tombent sur la tête les choses. Donc, vous avez aidé les chercheurs en linguistique à ouvrir tout un nouveau champ de possible. Alors, vous avez complètement ouvert le champ d'exploration et de recherche de la linguistique. Je ne sais pas si j'oserais dire ça. Ce que je dirais, c'est que je me suis intéressée à l'énonciation à travers les formes de langue, et plus précisément un secteur de formes de langue qui sont les formes de la réflexivité langagière. Je m'explique. Ça veut dire que l'homme, et aucune communication animale ne connaît ça, le langage humain a la force d'être capable de parler de lui-même. C'est-à-dire que, entre autres discours rapportés, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on parle des propos qui ont été tenus ailleurs par d'autres ou par soi, mais pas ceux qu'on est en train de tenir, et aussi qui m'a passionné à étudier très longuement avant le discours rapporté, les propos que l'on tient sur la parole qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les commentaires qu'on peut appeler méta-énonciatifs, méta ça veut dire sur la langue, le métalangage, et il y a une couche métalangagière dans le langage et dans la langue, dont il est absolument passionnant d'étudier les formes. C'est-à-dire, alors les formes, aussi bien quelle forme de langue on a, quelle forme la langue nous propose pour revenir sur elle-même et sur sa parole. Bon. Et ce qui pourrait paraître un peu, je sais pas, secondaire, superflu, on parle des choses, mais non. Quand on parle des choses, sans arrêt, on est obligé, si vous voulez, mon premier gros livre, c'est qui s'appelle Ces mots qui ne vont pas de soi. C'est une espèce de promenade à travers toutes les formes que la langue nous propose. Et ensuite, alors, les utilisations en parole sont fabuleusement différentes et qui montrent à quel point c'est une aventure de parler pour tout sujet et que, par exemple, vous avez tout un stock de commentaires sur sa parole en retour pour dire que l'autre, oui, c'est l'autre et moi, celui à qui je parle, on n'est pas pareil, hein. Donc je suis obligée de lui dire des choses comme tu dirais, si tu vois ce que je veux dire, passez-moi l'expression, enfin, que sais-je encore, des tas de choses comme ça. De la même façon, vous avez sans cesse, alors c'est très différent selon les sujets parlants, mais sans cesse, vous avez le fait que la langue est manquante par rapport aux choses. Parce que la langue, elle est finie essentiellement, justement. Elle est finie, c'est une loi, elle est bon, et elle est pauvre relativement aux choses, donc elle est manquante. Donc sans arrêt, vous avez des écrivains qui sont obsédés par ça, et puis des personnes aussi, vous et moi, c'est-à-dire qui vont sans arrêt dire, pour ainsi dire, c'est pas le mot est trop vague, le mot est comme si, le mot est comme ça, ils sont jamais contents, et où il n'y a pas de mot. Etc., etc. Bon, donc des commentaires de ce genre. Des commentaires enfin sur le fait que sous les mots, il y a toujours d'autres mots. C'est-à-dire que, alors c'est tout l'équivoque, si vous voulez. L'intégrale des équivoques d'une langue, c'est encore bien spécifique à une langue, ça. Et c'est le fait, quand on parle, d'entendre d'autres mots ou d'autres sens et de dire, attendez, alors au sens truc, pas au sens, etc. Ou alors à tous les sens du mot. Ou c'est le cas de le dire quand on a dit quelque chose qui fait sortir, ou si j'ose dire, qui fait sortir un autre mot. Bon, et ça c'est absolument fabuleux pour moi. Hein. Bon, c'est fabuleux. Alors, Jacqueline Authier-Revue, parlons maintenant de vos liens avec la Suisse. Oui. Vous en avez beaucoup. Dans les années 80, le département de l'instruction publique du canton de Vaud vous demande une étude, une expertise sur la façon dont est enseigné le français dans les classes. Hein. Oui. Est-ce que vous arrivez à nous dire à quelles conclusions est-ce que quelles sont les conclusions que vous tirez de cette étude? Bon, alors écoutez, c'est une expérience pour moi très riche que j'ai adorée. C'est vraiment. Alors, c'est pas tout à fait, disons, ça c'est peut-être le titre officiel, hein, expertise sur l'enseignement, etc. En vrai, en fait, c'était participer à une entreprise de rénovation du matériel pédagogique et de l'enseignement du français en Suisse. Bon, enfin dans le canton de Vaud. Bon, il y avait 3 personnes, Éric Genevet, ils sont tous décédés maintenant. Bon. Et ça se passait à Lausanne. Et donc, il s'agissait, je ne suis pas du tout la seule, c'est une merveilleuse expérience,
un modèle, je dirais, d'expérience pédagogique, c'est-à-dire d'articulation vraiment intelligente au possible, grâce à ce trio, de la recherche en train de se faire, c'est-à-dire sur des points bien précis. Moi, je n'ai été experte que pour le discours rapporté. Bon. Et puis, je connais des collègues comme Josette Redebov, qui est une grande spécialiste des dictionnaires. On lui a demandé pour les dictionnaires, et puis un prof de Paris 7 pour la pronominalisation et les choses comme ça, auxquelles je ne connais rien, enfin, pas particulièrement, quoi. Bon. Et donc, ils se sont adressés à, je dirais, une dizaine de personnes, je pense, je ne sais pas si c'est 10, mais sur des points très précis où ils étaient vraiment, je dirais, pointus. Bon. Et ensuite, c'est sûrement pas eux qui ont écrit ces manuels, parce que c'est toute une collection de manuels, là, ça fait toutes les classes, bon, et ça est fait en grammaire, en orthographe, en expression et en texte français. Superbe collection, bon, et qui s'achevait, disons, sur un modèle de grammaire absolument qu'ils ont intitulé Ouvrir la grammaire et qu'ils remettaient en fin de cycle aux élèves. Bon, et moi je ne l'ai plus parce qu'on ne me l'a pas rendu, hein. Je l'ai prêté, on ne l'a jamais rendu. Bon, précisément, tellement, c'était une merveille, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté, si vous deviez résumer en une phrase votre contribution, qu'est-ce que vous avez dépoussiéré dans l'enseignement du français? Uniquement la question du discours rapporté. Uniquement. C'est-à-dire que ça s'est passé échange. Ils m'envoyaient des propositions de ce qu'ils allaient faire pour le discours rapporté. C'était un courrier, hein, incessant. Je leur disais, oh bon non, alors là, ça ne va pas du tout. Hein, parce que le discours rapporté, ça veut dire discours direct, indirect, le discours direct qui est fidèle, le discours indirect où on change les pronoms, le discours indirect libre qui est vivant, etc. etc. Vraiment, ça ne va pas, hein. C'est une vulgate qui traîne, qu'on recopie de manuel en manuel, mais qui ne va pas du tout. Alors, ils voulaient faire quelque chose qui se tienne, et donc c'était un échange complet. Je leur corrigeais, je disais non, je ne veux pas, mais jamais je leur ai dit, disons, j'ai jamais rien écrit, moi. C'était pour ça que c'était très intéressant comme articulation. C'est-à-dire, c'est vraiment eux qui ont écrit un livre complet sur la grammaire, à leur manière, mais en se frottant aux critiques, aux propositions aussi, mais aux critiques d'une dizaine de personnes précis sur les points qu'ils traitaient. Et c'est un modèle de collaboration. Jacqueline Authier, une dernière question, et ça va être une question difficile. J'aimerais vous demander de choisir le moment le plus fort que vous ayez vécu, soit ici sur le campus à l'Université de Lausanne ou lors de vos rencontres professionnelles avec des collègues de l'UNIL. S'il y avait un moment, une aventure à retenir de tous les échanges que vous avez eus avec des collaborateurs de l'UNIL. Alors, si vous ne m'en autorisez qu'une, bon, je vais être obligée de choisir la direction et finalement, enfin la co-direction et finalement la soutenance de la thèse de Rudolf Macher, qui est actuellement en poste à l'UNIL, une thèse que j'ai eu le grand plaisir de co-diriger à Sorbonne Nouvelle UNIL, d'abord avec Jean-Michel Adam, puis ensuite avec Gilles Philippe, Jean-Michel Adam ayant pris sa retraite. Et alors, si vous voulez un moment, bon, la soutenance de Rudolf Macher à l'UNIL, qui réunissait justement tous les gens qui s'étaient intéressés, qui était extrêmement brillante, c'est pour moi un très très bon souvenir, bon, qui achevait une longue collaboration. Et puis encore, alors peut-être le temps d'une dernière question un peu plus prospective sur le futur de la linguistique. Quelles sont finalement les perspectives les plus prometteuses, les champs qui restent encore à explorer à votre avis? Si vous aviez encore une carrière à commencer, une recherche à commencer, vous le feriez dans quel domaine? Je pense que je le ferais possiblement dans ce que j'appellerais la linguistique de l'écrit. Mais alors là, si vous voulez, ce n'est pas du tout une vue surplombante sur l'ensemble de la linguistique. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en suis capable. Mais tout ce qu'on commence à appeler la linguistique de l'écrit, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dans la mesure où, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, avec la linguistique, comme la grammaire avait une tendance à enfermer la grammaire dans l'écrit,
l'écrit correct, etc., etc., il y a eu une libération ou une fétichisation de l'oral, de sa sauvagerie, etc., etc. Je ne suis pas du tout contre, hein, c'était très, très intéressant. Mais du coup, on a un peu négligé l'écrit et on a négligé la spécificité de l'écrit, c'est-à-dire que ça se déploie dans une spatialité alors que l'oral se déploie dans le temps. Et du coup, enfin, c'est bon, du spatial, des lettres, ça dure, alors que l'oral s'en va, etc. Et vous avez, c'est vraiment un espace très riche. Et en plus, l'écrit n'a fait que il y a beaucoup plus d'écrits maintenant avec l'informatique par-dessus le marché. Ça écrit sans arrêt. On disait, oh là là, les gens ne vont plus écrire. Mais si, ils écrivent, ils écrivent. Ils écrivent différemment, c'est vrai, mais on écrit énormément. Ce qui fait que je pense, et alors là, il y a une journée d'études, là, juste, je vais être à Lausanne, je vais y rester, à l'UNIL, une journée sur continuité, discontinuité textuelle, qui combine syntaxe et spatialité, et c'est très intéressant. Jacqueline Authier-Revue, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir. Félicitations pour votre magnifique prix. Merci. Et on se réjouit de vous voir à Lausanne.